prochaine question parle de CV. Oui. Comment rédiger un CV percutant sur la forme et sur le fond? Parce que, regarde, effectivement, j'ai déjà vu des CV avec des couleurs bleues, des couleurs rouges, des personnes avec des tenues assez bizarres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le CV? Il y a plusieurs écoles. Hein. Moi, j'aime un CV qui respire. Quand je dis qu'il respire, il ne faut pas qu'il soit trop... Là, on va parler de la forme, qu'il ne soit pas trop chargé. D'accord. Mais si la personne a beaucoup d'expérience, c'est vous qui parlez de 20 ans, 30 ans? Oui, mais même ça, on peut le condenser. Sur les expériences, il faut prendre... Alors, il faut démarrer par... bon, OK, là, maintenant, je vais maintenant dans le fond. Sur les expériences, il faut commencer par ordre de priorité. Vous pouvez prendre un top 4, top 5, maximum. Si vous avez trop d'expérience. Souvent, on voit des CV sur 2-3 pages. Je crois que moi, mon CV doit être sur 3 pages. Je crois. C'est gênant, c'est gênant. C'est gênant. Mais je pense que j'ai dû le mettre maintenant sur 2 pages. Je pense. Mais à mon avis, il faut qu'on essaie de réduire. Souvent, on a vu des trucs où on met même terminal, BPC, toutes ces choses-là. C'est plus important. Ce n'est pas utile. Voilà. Donc ça, il faut s'arrêter limite aux 2 derniers diplômes. Déjà, ça va réduire un peu en termes de volumétrie. Il faut déjà prendre les 2 derniers diplômes ou le dernier diplôme. Et en entretien, si on vous pose des questions, vous pouvez dire, non, j'ai d'autres diplômes, voilà, mais je n'ai pas voulu rallonger encore le CV. Donc, pour revenir maintenant sur le fond, sur les expériences professionnelles, il faut simplement donner les 4 tâches ou missions les plus importantes. Vous commencez du plus important au moins important. 4-5 maximum par expérience. Ou du moins, si vous avez fait plusieurs sociétés, vous mettez sensiblement un maximum de 4-5. Ça, déjà, ça va donner de la légèreté justement au CV. Tout de suite, le recruteur ou le chef d'entreprise prend, il regarde. Ah, OK, je vois. Ensuite, il faut mettre... moi, j'aime bien avoir un titre sur un CV. J'aime bien avoir un titre parce que je sais tout de suite à qui j'ai affaire. J'appelle chargé de communication. Évidemment, on dit toujours il faut s'orienter en fonction de l'offre que vous avez en face de vous. Si l'offre demande un communicant, un commercial, un RH, tout ce que vous voulez, j'aime bien qu'on affiche. Ça, c'est moi. Vous avez d'autres qui vont vous dire la photo n'est pas nécessaire. Moi, j'aime bien voir... Et encore, ce n'est pas un problème de faciès à qui j'ai affaire. Donc, c'est bien de mettre la photo, mais encore une fois, il faut qu'elle soit professionnelle et présentable. Quel que soit le métier, si vous êtes dans les services administratifs, etc., c'est bien costume, cravate. Hein, et puis, même si vous êtes en short en bas, on ne voit pas. Où est-ce que je dis? Comme dans les réunions Zoom. Comme dans les réunions sous Zoom, etc. Donc, vous pouvez avoir un petit comme ça, un truc assez sympa. Les dames, c'est pareil, un truc aussi assez professionnel. Après, si on descend, vous voulez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre le statut matrimonial, l'âge, si vous le souhaitez. On voit des CV où souvent les personnes ne mettent pas l'âge parce qu'elles ont, c'est un peu avancé. Mais nous, on le retrouve tout de suite au niveau du diplôme. Quand on voit l'année du truc, on fait nos calculs, on dit on a eu le diplôme en 1900. Ça nous permet de déduire à qui on a affaire. Après, il y a les langues. Les langues, il faut faire attention à ça. Si vous ne parlez pas anglais, ne mettez pas que vous parlez anglais. Si vous avez un anglais moyen comme moi, mettez anglais moyen. Parce que quand on va vous poser une question en anglais, en entretien, vous êtes grillé et tout de suite, même si votre réseau est puissant, sur l'anglais, voilà. Sauf si on est en téléportage. Hein, là, anglais, pas anglais. Le réseau très très fort. Exactement, on dit non, il faut lui donner quand même. Donc, non plus sérieusement, donc il y a cette partie-là, il va falloir aussi regarder. Les logiciels aussi, c'est important. Il faut mettre aussi le niveau. Je vois certains CV sympas où la personne même s'auto-évalue sur 5. Moi, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, en tout ce qui est logiciel informatique, elle va vous mettre 3 sur 5 ou bien 4 sur 5. Excel aussi, pareil. Donc ça, c'est bien aussi de le préciser, votre niveau. Et là, tout de suite, le recruteur sait à qui il a affaire. L'image est claire. L'anglais, moi j'ai vu ça, je trouve ça assez sympa. Même sur l'anglais, la personne a mis 2 sur 5. 1 sur 5, c'est clair. Vous savez à quoi vous attendre. On sait à pas d'entretien en anglais. Exactement. On sait à quoi s'attendre. Et du coup, le plus important, il faut que votre CV réponde à l'offre qui a été diffusée.
D'accord. Vous voyez? Ça doit coller parfaitement. Ça doit coller parfaitement. Je ne dis pas d'inventer. Si vous avez une expérience par rapport à l'offre qui a été collée, vous lisez les missions qui sont demandées dedans. Dans votre CV, si vous avez cette expérience-là, vous mettez en lumière tout de suite ce que vous avez fait. Si vous inventez et que vous racontez des histoires, le recruteur il va vous choper. Ouais. Et même si vous arrivez à passer cette étape, sur le terrain, il va encore vous attraper. Donc, ça sert à rien. Il faut être transparent dès le départ. Calquer bien le CV par rapport à l'offre qui a été diffusée. Et il y a, encore une fois, une chance que la personne puisse vous contacter pour des entretiens. D'accord. Voilà. Merci Ahmed pour ces informations capitales sur la rédaction d'un CV percutant. Maintenant, les abonnés ont envie de savoir quelles sont les compétences qui sont les plus recherchées sur le marché actuellement. Alors, c'est une question assez généraliste. Je pense que ça va résumer un peu tout ce qu'on s'est dit depuis qu'on a démarré l'émission. Aujourd'hui, les entreprises recherchent des personnes cultivées. C'est extrêmement important. Des personnes qui prennent des initiatives. Parce que si vous venez dans une entreprise, c'est pour venir refaire la même chose que ce que les autres font, ce n'est pas utile. Moi, quand je recrute quelqu'un, je veux que cette personne me challenge. Pas parce que je suis le DRH de machin. Je veux qu'on me challenge. Je préfère ça. Je veux une personne qui va me dire, monsieur, ici, là, vous êtes sûr de votre orientation, et on se challenge. Et ensuite, évidemment, aussi le manager doit savoir écouter. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Et en fonction de ça, ça permet tout de suite de voir à qui on a affaire. On aime les collaborateurs qui sont engagés. Vous savez, l'engagement, c'est extrêmement important pour une entreprise de savoir que vous avez des collaborateurs sur qui vous pouvez compter, qui vont faire comme si c'est leur entreprise, comme si ils sont les DG de ces entreprises-là. Mais comment ça se manifeste? Comment vous arrivez à voir une personne qui est engagée, à ressentir cet engagement? Alors, mais c'est quelqu'un qui vit même l'entreprise. C'est quelqu'un qui va véhiculer les valeurs de l'entreprise. C'est quelqu'un qui sera dans toutes les initiatives qui sont prises en entreprise. Par exemple, il y a des événements. Cette personne va dire, écoutez, je veux bien animer, je veux bien être le porte-voix d'un événement. Je participe aux événements. Il peut y avoir des salons dans tel ou tel domaine. J'ai envie d'être présent. Donc, cette personne-là va véhiculer vos valeurs. Cette personne-là, ce qu'on appelle les promoteurs, cette personne-là va recommander votre entreprise à l'extérieur. Wow. Et on a besoin de promoteurs. Évidemment, il y a des détracteurs. Mais ce qui est bien chez les détracteurs, c'est qu'ils parlent, mais ils sont encore là. Ça, c'est magnifique. C'est clair. Comme on dit, je n'aime pas, je laisse pas. C'est pas ça? Un truc comme ça. C'est ça? C'est ça. Okay. Je pense que c'est ça. Je n'aime pas, je laisse pas. Voilà, c'est pareil. Vous avez les détracteurs, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Un moment. On se rend compte que... Voilà. Au fond, même, ils aiment. Au fond, ils aiment. Donc, ils sont engagés. Nous, en tant que DRH, il faut qu'on arrive à travailler encore notre marque employeur pour qu'on ait le plus de promoteurs possible. Exactement. Je vais vraiment... Les compétences techniques, pour moi, ça vient dans un second temps. Pour ne pas dire même un troisième temps. Parce que la technique, elle peut s'apprendre sur le tas. Le diplôme permet de pouvoir conforter la pratique par rapport à la théorie. Parce que vous avez des collaborateurs qui ont beaucoup de pratique, mais qui n'ont pas de diplôme. Donc, c'est bien d'aller se former. C'est toujours important d'aller se former, avoir un diplôme. Et l'école, ou du moins le centre, va vous expliquer la théorie. Tout ce que vous avez appris sur le terrain, là. Voilà comment est-ce qu'on le modélise. Et d'un point de vue stratégique, on vous explique comment est-ce qu'il faut faire. Donc, pour résumer, pour moi, l'engagement, l'initiative, le savoir-être, c'est aussi extrêmement important. L'esprit d'équipe, tout ça, c'est des points qui sont importants. Et ensuite, compétences techniques, diplôme, formation, voilà. Je pense que ça vient compléter. Mais si vous tombez sur moi en entretien, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous en avez envie, même si vous m'avez trompé pendant l'entretien, parce qu'on dit l'entretien de recrutement, c'est un entretien de séduction. Chacun vient jouer son va-tout pour montrer que. Mais après, moi, je suis très pragmatique. Quand je vais commencer à demander
les chiffres, où il en est telle personne. Je dis, cher ami, on va commencer à se parler. Comment on fait? D'accord, voilà. C'est très bien. Et ça m'amène à penser à quelque chose pour les personnes qui sont en quête d'emploi. Quand vous parliez tout à l'heure d'engagement, par exemple, si Ecobank lance une offre et vous êtes reçu en entretien, Ecobank se rend compte que vous ne faites que partager les offres ou bien vous ne faites que partager même ce qui est sur LinkedIn d'Ecobank, tous les posts. Vraiment, ça va montrer déjà l'engagement que vous avez pour cette société. Vous êtes déjà attiré par cette société avant même d'entrer à Ecobank. Donc, c'est un point positif. Oui, c'est un point positif. Après, c'est une partie des éléments que nous allons regarder. Mais aussi, il faut bien connaître l'entreprise aussi dans laquelle vous venez. Quels sont les produits que nous avons? Si vous avez déjà un compte chez Ecobank, c'est magnifique. Si vous utilisez déjà les produits, c'est un atout, mais ce n'est pas suffisant. Faut pas que ne dites pas aux abonnés que je vais aller bosser les produits Ecobank. Si j'arrive, Ahmed va m'embaucher. Ça, non, je ne fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup d'autres éléments. Mais pour moi, connaître l'entreprise, connaître les valeurs, vouloir s'engager, être un promoteur, pour moi, c'est un bon point. C'est un bon point. Ensuite, on va aller sur la technicité. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Pourquoi est-ce que tu veux venir chez Ecobank? Voilà, donc c'est pas mal de petits éléments comme ça qui viennent. Et puis encore une fois, pour terminer, le recrutement n'est pas une science exacte. Alors là, celui qui pense qu'il a eu le candidat idéal, oui, mais c'est pas une science exacte. Voilà, c'est pas une science exacte. On fonctionne avec nos intuitions. Et puis, voilà, on essaie d'avoir les bonnes personnes, quoi. Oui, voilà. Ce n'est pas une science exacte, d'autant plus qu'après, souvent 3 mois, le contrat d'essai n'est pas concluant. Exactement. Donc, on s'est trompé quelque part. Merci Ahmed pour cette réponse.